Le soleil brillait sur le village de Makonda, où les tambours battaient joyeusement et les chants emplissaient l'air. C'était le jour du mariage de Nambira, une jeune femme douce et bienveillante, dont la beauté ne résidait pas seulement dans son visage, mais aussi dans son cœur tendre. Les villageois dansaient et célébraient son arrivée dans sa tenue de mariée colorée, alors qu'elle entrait dans sa nouvelle vie avec espoir et bonheur. Elle venait d'épouser Tapo, le fils calme et chaleureux du respecté cultivateur de cacao du village. Tout le monde pouvait voir à quel point Tapo l'adorait. Ses yeux pétillaient chaque fois qu'il la regardait, et son sourire ne s'effaçait jamais en sa présence. C'était une union bénie par les anciens, et beaucoup croyaient que ce serait un mariage paisible et joyeux. Mais tout le monde ne partageait pas ce bonheur. Observant depuis l'ombre se tenait la sœur aînée de Tapo, Zushina. Fière, à la langue acérée et habituée à tout contrôler dans la maisonnée, Zushina ne cachait pas le feu qui brûlait dans sa poitrine. Pendant des années, elle avait régné sur le composé familial comme une reine. Sa parole était loi, et personne n'osait remettre en question son autorité. Mais maintenant, avec l'arrivée de Nambira, Zushina sentait son pouvoir lui échapper. Elle remarqua comment Tapo passait plus de temps à rire avec Nambira, comment leurs parents complimentaient sa cuisine, et comment même les voisins admiraient son esprit doux. Cela rongeait Zushina de l'intérieur. Bien qu'elle sourit et fit semblant d'être gentille, son cœur était rempli d'amertume. Elle accueillit Nambira avec une fausse chaleur, lui servant de la nourriture et offrant son aide. Mais derrière les portes closes, ses pensées étaient remplies de poison. Pour qui se prend elle, marmonnait Zushina pour elle-même. Elle ne vient de rien, et maintenant elle veut être la reine de cette maison. Son orgueil ne lui permettait pas d'accepter qu'une autre femme puisse gagner les cœurs qui, autrefois, n'écoutaient qu'elle. Mais Nambira n'était pas consciente de la guerre silencieuse qui se préparait contre elle. Elle se déplaçait avec grâce et gentillesse, traitant Zushina comme une vraie sœur, aidant aux corvées et offrant son respect. Elle ne savait pas que chaque sourire que Zushina lui adressait n'était qu'un masque cachant un cœur cruel. Le vrai danger n'était pas à l'extérieur des murs du composé. Ce n'étaient pas des étrangers ou des ennemis d'autres villages. Il était juste là, à côté d'elle, sous le même toit, partageant les mêmes repas et lui souriant chaque matin. Un danger habillé en membre de la famille. Et alors que les nuits devenaient plus calmes et que la célébration s'estompait, l'esprit de Zushina s'assombrissait. Elle commença à comploter, murmurant son amertume au vent. Dans son cœur, elle avait déjà pris une décision. Nambira devait tomber. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le silence avec lequel cela devait être fait, elle s'assurerait que cette nouvelle mariée ne connaisse plus jamais la paix dans cette maison. Voix du narrateur, Nambira ne se doutait de rien, mais la plus grande menace n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de la maison, portant le visage d'une sœur. Au début, tout semblait calme dans la maisonnée. Zushina se promenait avec un sourire aux lèvres, jouant le rôle de la belle-sœur parfaite. Elle servait le thé à Nambira le matin, proposait de l'aider dans ses tâches ménagères, et disait même aux visiteurs combien ils avaient de la chance d'avoir une femme si bonne dans la famille. Mais derrière ces doux sourires se cachait un cœur rempli d'amertume et de haine. Zushina avait pris sa décision. Elle ne laisserait pas Nambira briller dans cette maison. Et ainsi, elle commença son plan discrètement, de la manière la plus inattendue, par la nourriture. Chaque jour, Zushina insistait pour cuisiner pour Nambira. Elle prétendait que c'était une façon de créer des liens, de montrer son amour. Mais dans l'intimité de la cuisine, ses mains mélangeaient le danger à chaque repas. Elle écrasait les feuilles séchées de la plante yambofu, une herbe vénéneuse connue seulement de quelques personnes dans le village. Elle ne tuait pas rapidement, elle agissait lentement, détruisant silencieusement le corps de l'intérieur. Zushina s'assurait que les doses étaient faibles, juste assez pour provoquer faiblesse et confusion, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Elle souriait doucement en servant la nourriture, regardant Nambira manger avec une confiance innocente. Les jours passèrent, et le corps de Nambira commença à changer. Elle se sentait tout le temps fatiguée, ses bras étaient lourds, ses pas plus lents. Parfois, sa tête tournait si fort qu'elle devait s'asseoir au milieu de ses corvées. Elle perdit l'appétit, et sa peau autrefois éclatante commença à perdre de son éclat. Tapo remarqua que sa femme n'était plus la même. Il lui tenait la main et lui demandait ce qui n'allait pas, mais Nambira ne pouvait l'expliquer. Ils allèrent voir le guérisseur du village, puis un médecin de passage de la ville voisine. Tous deux dirent la même chose, ils ne trouvaient rien. Pas de fièvre, pas d'infection, pas de maladie. C'était un mystère. Mais ce n'était pas un mystère pour Zushina. Elle savait exactement ce qui se passait.
Elle observait du coin de l'œil avec un sourire mauvais chaque fois que Nambira s'asseyait pour reprendre son souffle ou lutter pour soulever une marmite d'eau. Dans son cœur, elle ressentait de la joie. Son plan fonctionnait parfaitement. Le poison faisait son travail, brisant lentement la femme qui avait osé prendre sa place. Et chaque nuit, Zushina s'asseyait seule dans sa chambre, se murmurant à elle-même avec un sourire sombre, « Laisse sa beauté s'estomper, laisse sa force se briser. Je serai de nouveau la reine de cette maison. » La maison qui résonnait autrefois de rire devint plus silencieuse. Nambira, autrefois pleine de vie, se déplaçait maintenant comme une ombre. Zushina jouait bien son rôle, feignant l'inquiétude, feignant l'attention. Mais chaque geste aimable était un mensonge, et chaque repas chaud une arme. Et au fil des jours, personne ne soupçonna que la nourriture même destinée à nourrir Nambira la détruisait lentement de l'intérieur. Le danger n'était pas à l'extérieur. Il était dans la cuisine, dans l'assiette, et entre les mains de quelqu'un qui se disait de la famille. Le soleil était haut et l'air était chaud alors que Nambira marchait lentement vers la rivière, portant sa jarre en argile pour aller chercher de l'eau. Son corps semblait plus lourd que jamais, sa vision était floue et ses pas mal assurés. Sa respiration était courte et ses jambes tremblaient à chaque mouvement. Mais elle se força à avancer, refusant de paraître faible aux yeux de quiconque. Elle ne voulait pas que Tapo ou les voisins s'inquiètent. Elle croyait que ce qui lui arrivait passerait. C'était peut-être juste le stress, peut-être l'épuisement. Mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle se penchait pour remplir sa jarre, ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Une vague soudaine de vertige la frappa comme une tempête. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, et avant qu'elle ne puisse appeler à l'aide, tout devint noir. Elle s'effondra au bord de la rivière, sa jarre roulant dans l'eau et s'éloignant avec le courant. Peu de temps après, une vieille femme qui marchait sur le sentier forestier voisin vit le corps immobile de Nambira. Son nom était Myosa, une femme âgée et mystérieuse, connue de tous dans le village comme la guérisseuse murmurante. Certains la craignaient, d'autres la respectaient, mais tous savaient qu'elle possédait des connaissances que les autres n'avaient pas. Myosa se précipita aux côtés de Nambira et posa doucement sa main sur le front de la jeune femme. Ses yeux se plissèrent et elle inspira profondément. Elle le sentait. Il y avait quelque chose d'anormal dans le sang de la jeune fille, quelque chose de sombre et de nocif. C'était du poison, pas une maladie de la nature. Myosa l'avait déjà vu. Ce n'était pas une maladie venue du vent ou de l'eau. C'était l'œuvre d'une main humaine. Sans perdre un instant, Myosa souleva Nambira avec une force surprenante et la transporta à travers les arbres, au plus profond de sa hutte cachée dans la forêt. L'endroit était petit mais rempli d'herbes puissantes, de racines séchées suspendues au plafond et d'étranges symboles gravés sur les murs en bois. Là, Myosa allongea Nambira sur une natte douce et commença son travail de guérison. Elle écrasa des feuilles rares, fit bouillir des racines sacrées et plaça des charmes protecteurs autour d'elle. Elle murmura de vieux chants connus seulement des anciens guérisseurs, demandant aux esprits de protéger la jeune fille et de révéler la vérité derrière sa souffrance. Les heures passèrent, et finalement Nambira ouvrit lentement les yeux. Elle regarda autour d'elle, confuse, sa voix faible. Où suis-je? Myosa s'assit à côté d'elle et lui toucha doucement le bras. Tu es en sécurité maintenant, mon enfant, dit-elle doucement. Tu t'es évanoui près de la rivière, mais ce n'est pas la faiblesse qui t'a fait tomber. Quelque chose de vénéneux se nourrit de ta force. Petit à petit. Les yeux de Nambira s'écarquillèrent. Du poison, murmura-t-elle. Mais comment? Qui pourrait? Myosa la regarda profondément, sa voix basse et sérieuse. Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui porte un sourire mais qui a la haine dans le cœur. Quelqu'un essaie de te détruire, mais il ne sait pas qui tu es vraiment. Nambira sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son cœur s'emballa de peur et de confusion. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un dans sa propre maison puisse essayer de lui faire du mal, mais les mots de Myosa résonnaient encore et encore dans son esprit. Qui cela pouvait-il être? Pourquoi quelqu'un voudrait-il lui faire du mal? Mais Myosa n'avait pas fini. Elle tendit à Nambira un petit charme enveloppé dans un tissu. Ceci protégera ton esprit, dit-elle, et quand le moment sera venu, la vérité éclatera au grand jour. Et ainsi, Nambira resta sous les soins de la guérisseuse, retrouvant lentement sa force, physiquement et spirituellement. Mais maintenant, ses yeux étaient ouverts. Elle savait que sa vie était en danger, et que l'ennemi était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sous les soins de Myosa,
le corps de Nambira commença lentement à guérir, mais quelque chose de plus profond en elle commençait aussi à s'éveiller. Avec chaque herbe, chaque chant et chaque goutte de potion de guérison, sa force commença à revenir, non seulement dans ses membres, mais aussi dans son esprit. Elle n'était plus la jeune fille calme et timide qui était entrée dans cette maisonnée le cœur plein d'espoir. Quelque chose changeait en elle, quelque chose de puissant. Myosa fut la première à le voir. Elle remarqua que les yeux de Nambira n'avaient plus l'air fatigués, mais vifs. Ses mains, autrefois tremblantes, bougeaient maintenant avec assurance. Un soir, alors qu'elles étaient assises autour du feu, Myosa la regarda attentivement et dit, « Il y a plus en toi que même toi ne le sais, mon enfant. Tu n'es pas seulement une victime de poison, tu es une flamme qui attend de s'élever. » À partir de ce jour, Myosa ne se contenta pas de guérir Nambira, elle la forma. Elle commença à lui enseigner les connaissances secrètes des femmes guerrières Zoroami, une lignée oubliée de protectrices intrépides qui défendaient autrefois leur village avec force et sagesse. Leur tradition avait été enfouie dans le temps, mais Myosa était l'une des rares gardiennes de leurs secrets. Et maintenant, elle voyait que Nambira était née pour porter cet héritage. Nambira apprit à utiliser les herbes non seulement pour guérir, mais aussi pour se protéger. Elle étudia le pouvoir des mots, la force du silence et comment sentir le danger même dans un environnement paisible. Elle pratiqua l'ancrage spirituel, apprit d'anciens chants et entraîna son corps par des routines de guerrière silencieuse mais puissante. Chaque jour, elle devenait plus forte, à l'intérieur comme à l'extérieur. La faiblesse qui l'avait autrefois épuisée était maintenant remplacée par un feu qui refusait de s'éteindre. Myosa lui révéla alors la vérité qui changea tout. « Tu es une descendante de la reine Baroka, dit-elle d'une voix respectueuse, l'une des dernières reines guerrières de Zoroami. Son sang coule en toi. C'est pourquoi le poison ne t'a pas tué. Il n'a fait que réveiller la force cachée dans tes os. » Nambira était stupéfaite, elle n'avait jamais entendu parler de la reine Baroka auparavant. Mais alors que Myosa lui racontait les histoires de la bravoure, de la sagesse et du pouvoir de la reine, quelque chose en elle fit tilt, comme si une pièce manquante de son âme était enfin revenue. Plus elle s'entraînait, plus elle comprenait. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était son éveil. De retour au village, Zushina croyait toujours que son plan fonctionnait. Elle souriait de satisfaction, pensant que Nambira gisait quelque part, faible et brisée. Mais elle ne connaissait pas la vérité. Elle ne savait pas que chaque tentative de détruire Nambira n'avait fait qu'alimenter sa transformation. Celle qu'elle pensait tuer devenait maintenant quelque chose d'inarrêtable. Les jours de faiblesse étaient terminés, les jours de silence prenaient fin. Nambira n'était plus seulement une mariée dans la maison de son mari. Elle était une lionne qui se levait, une guerrière en pleine floraison, et le poison même destiné à la briser était devenu le feu qui forgeait sa force. Alors que les vents bruissaient dans la forêt et que le clair de lune dansait sur les feuilles, Nambira se tenait devant la hutte de Myosa, regardant vers le village. Ses yeux étaient calmes, mais féroces. Son cœur ne craignait plus ce qui l'attendait à la maison, car maintenant elle savait qui elle était. Et bientôt, tout le monde le saurait aussi. Après des semaines de guérison et d'entraînement sous la tutelle de Myosa, Nambira rentra enfin chez elle. Mais elle ne revint pas en étant la même femme qui s'était évanouie au bord de la rivière. Cette fois, ses pas étaient assurés, son cœur ferme et ses yeux plus vifs que jamais. Mais elle portait un masque, feignant d'être encore faible, encore étourdie, encore fragile. Elle savait que Zushina l'observerait, attendant de continuer son jeu diabolique. Et ainsi, Nambira joua son rôle, souriant doucement, marchant lentement et s'allongeant plus souvent que nécessaire. Pendant tout ce temps, elle observait, silencieusement, attentivement. Zushina, ravie de voir Nambira de retour et apparemment pire, ne se retint pas. Elle continua à préparer les repas, ses mains mélangeant toujours le poison des feuilles d'emboffu dans chaque assiette qu'elle servait. Elle pensait avoir gagné, que son plan fonctionnait à merveille. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la proie qu'elle avait autrefois ciblée était devenue la chasseresse. Un soir tranquille, alors que le soleil déclinait et que le ciel virait à l'orange, Nambira se tenait dans la cuisine, observant Zushina de derrière la porte. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque cuillère remuée, chaque herbe ajoutée, chaque murmure pour elle-même. Puis, lorsque Zushina lui tourna le dos un instant, Nambira agit rapidement. Elle échangea les assiettes, la sienne avec celle de Zushina. Calmement, elle s'assit à table, faisant semblant de manger la nourriture empoisonnée, tandis que Zushina mangeait sans le savoir le plat même destiné à lui nuire. Cette nuit-là, tout était silencieux. Mais le matin, des cris résonnèrent dans la maison.
Zushina était tombée violemment malade. Son corps tremblait, sa bouche était sèche et sa peau était devenue pâle. Elle tituba dans le composé, se tenant le ventre, pleurant de douleur. Les mêmes symptômes que Nambira avait endurés pendant des semaines l'avaient maintenant terrassée. Tapo et d'autres membres de la famille se précipitèrent à ses côtés, confus, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Zushina pouvait à peine parler, et pour la première fois, elle goûta à la douleur même qu'elle avait infligée à une autre. Mais Nambira ne dit rien. Elle se tenait simplement à proximité, observant avec une force tranquille dans les yeux. Cependant, elle n'en avait pas encore fini. Nambira savait que la vérité devait être exposée, non seulement pour punir Zushina, mais pour donner une leçon à tous ceux qui avaient ignoré les signes, qui l'avaient regardé souffrir en silence. Elle commença à rassembler des indices, de minuscules morceaux de feuilles d'emboffu séchées qu'elle avait secrètement trouvés dans le bocal de cuisine de Zushina, l'odeur étrange du ragoût, et le journal que Myoza l'avait aidé à tenir pendant sa formation, enregistrant chaque symptôme et chaque suspicion. Maintenant, le jeu était entre ses mains. Zushina n'était plus la marionnettiste. Elle était piégée dans la toile même qu'elle avait tissée. Nambira se déplaçait avec une grâce calme, ne criant jamais, n'accusant jamais. Elle n'avait pas besoin de vengeance et de colère. Elle ne voulait que la justice par la vérité. En passant devant la chambre où Zushina gisait maintenant, faible et toussant, elle s'arrêta, la regarda tranquillement et murmura, « La main qui te nourrit peut aussi te frapper, mais la mienne guérira et se défendra. » Ce murmure n'était pas seulement un message pour Zushina. C'était une tempête silencieuse qui se levait, une tempête qui allait bientôt secouer tout le village. L'heure de la vérité avait sonné, et le poison qui devait mettre fin à son histoire venait de commencer à écrire un nouveau chapitre. Un après-midi, alors que Zushina se reposait dans sa chambre, affaiblie par le poison qu'elle avait consommé sans le savoir, Nambira entra doucement. Elle se déplaça avec une précision calme, ses yeux balayant chaque recoin. Elle ne cherchait pas à l'aveuglette. Elle savait qu'il devait y avoir une preuve, quelque chose qui exposerait enfin la vérité. Et puis, cachée sous un tabouret en bois, elle le trouva, une petite boîte enveloppée dans un tissu et dissimulée derrière de vieux vêtements. D'une main sûre, Nambira ouvrit la boîte. À l'intérieur, son cœur se serra, mais sa détermination se renforça encore. C'était bien là, des feuilles de mboffu séchées, soigneusement emballées en petits paquets, leur odeur âcre persistant encore. À côté, de minuscules flacons en verre remplis de potions sombres, leurs étiquettes marquées de symboles étranges. Mais l'élément le plus révélateur était un journal usé, ses pages remplies de l'écriture même de Zushina. Alors que Nambira le feuilletait, ses yeux s'écarquillèrent. Page après page, chaque étape de l'empoisonnement était détaillée, comment elle mélangeait les feuilles, la quantité qu'elle ajoutait à chaque repas, et comment elle se moquait de la lente agonie de Nambira. La vérité était maintenant entre ses mains, noir sur blanc, indéniable. Mais Nambira ne sortit pas en trombe, en colère. Non, elle ne lança pas d'accusation ni ne cria. Au lieu de cela, elle referma doucement la boîte, la prit avec elle et se dirigea tout droit vers la forêt, vers la hutte de Myoza. Quand Myoza vit ce que Nambira portait, elle ne fut pas surprise. Ses vieux yeux sages parcoururent le contenu en silence avant de regarder Nambira avec un sourire entendu. « Tu as le feu en toi, mon enfant, dit doucement Myoza. Mais maintenant, nous devons laisser le serpent se mordre la queue. » Ensemble, elles élaborèrent un plan, non pas de vengeance, mais de révélation. Un plan qui forcerait Zushina à avouer de sa propre bouche, devant tous ceux qui avaient autrefois douté de Nambira. Il devait être astucieux, audacieux et indéniable. Elles décidèrent d'attendre la prochaine célébration du village, un rassemblement où toute la communauté serait présente. Ce serait la scène, ce serait le moment. Mais avant cela, Myoza aida Nambira à préparer quelque chose de spécial, un sérum de vérité fabriqué à partir des racines de la plante Zulani. Une seule goutte dans une boisson pouvait délier les secrets des lèvres les plus gardées. Nambira hocha la tête avec une détermination tranquille. Elle n'était plus seulement une victime en quête de justice. Elle était une femme qui reprenait son pouvoir. Elle avait traversé le feu, goûté au poison, et maintenant elle tenait la vérité comme une épée. Cette nuit-là, alors que la lune montait haut et que le vent murmurait à travers les arbres, Nambira regarda la boîte une fois de plus. Elle ne tenait pas seulement des preuves, elle tenait la fin de sa souffrance et le début du châtiment de Zushina. Le piège était tendu, la scène était proche, et bientôt, le même poison que Zushina avait autrefois utilisé en secret serait la cause de sa honte publique. Le grand festival des récoltes de Makonda était un temps de joie,
de danse et de célébration. Tout le village s'animait de musique, de rire et de la douce odeur des plats traditionnels en préparation. Tout le monde s'habillait de couleurs vives, impatient de profiter du festin qui marquait la fin du dur labeur de la saison. Cette année, Nambira s'avança et proposa de cuisiner le plat principal, un geste qui en surprit beaucoup, surtout si l'on considère à quel point elle avait été malade pendant des semaines. Mais elle sourit humblement et dit que c'était sa façon d'honorer le village et de montrer sa gratitude pour sa guérison. Alors que Nambira se déplaçait dans la zone de cuisine, préparant le repas avec des mains gracieuses et une concentration calme, Zushina se tenait à distance, observant avec la peur dans les yeux. Elle n'était plus la femme fière qui régnait autrefois sur la maisonnée. Son visage était pâle, son corps encore faible des effets de son propre poison, et son cœur battait de panique. L'idée que Nambira puisse chercher à se venger la hantait profondément. Quand la nourriture fut prête et servie aux villageois, tout le monde se rassembla sous le grand baobab pour manger et célébrer. Les assiettes circulèrent et les rires remplirent l'air. Mais lorsqu'on tendit une assiette à Zushina, elle se figea. Ses yeux se tournèrent vers Nambira, qui hocha simplement la tête avec un doux sourire. Les mains de Zushina tremblaient. Elle repoussa l'assiette et se leva brusquement, sa voix vive et paniquée. « Je ne mangerai pas ça. » Elle essaie de m'empoisonner, cria-t-elle en pointant Nambira du doigt. La musique s'arrêta. Les villageois se tournèrent pour regarder, confus et choqués. Des chuchotements parcoururent la foule. Pourquoi Zushina accuserait-elle sa belle-sœur si soudainement et si fort? L'ancien Tambo, l'une des voix les plus respectées de Makonda, s'avança. Son visage était sérieux, ses yeux perçants. « Pourquoi une telle peur, Zushina ?» demanda-t-il. « Si ton cœur est pur, ta langue ne devrait pas trembler. » Zushina balbutia, luttant pour trouver ses mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Mayosa s'avança de la foule, tenant la boîte en bois que Nambira avait trouvée. Dès que tout le monde la vit, le silence tomba. D'une main sûre, Mayosa ouvrit la boîte et brandit le journal. Sa voix résonna calmement dans l'air. « Ceci est le journal de Zushina, dit-elle. Il contient les détails de chaque repas empoisonné qu'elle a servi à Nambira, des feuilles d'ambofu séchées, des potions, chaque plan écrit de sa propre main. » Des halètements explosèrent dans la foule. Tapo, debout à côté des anciens, parut stupéfait. Son visage devint pâle alors que Mayosa tendait le journal à l'ancien Tambo. Tambo l'ouvrit, feuilleta les pages et se tourna vers Zushina. Sa voix était lourde. « Zushina, est-ce ton écriture ?» La bouche de Zushina s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Ses jambes semblaient faibles. La honte, la peur, le poids de sa propre culpabilité commencèrent à l'écraser. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait nulle part où fuir. Les chuchotements devinrent plus forts, le jugement dans les yeux des gens plus intense. Tapo la regarda, le cœur brisé, incapable de croire que la femme en qui il avait autrefois eu confiance pouvait tomber si bas. À cet instant, tout s'effondra autour de Zushina. Le poison qu'elle avait autrefois utilisé pour en détruire une autre avait maintenant empoisonné son propre nom, sa propre place dans le village. Et Nambira? Elle se tenait simplement immobile, calme, gracieuse et imperturbable. Son silence parlait plus fort que 1000 mots. Elle n'avait pas besoin de vengeance. La vérité avait fait ce qu'aucun poison n'aurait jamais pu faire. Zushina se tenait devant les anciens du village, tremblant de peur et de honte. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, cherchant de la sympathie, mais il n'y en avait aucune. Les villageois avaient vu la preuve, le journal rempli de sa propre écriture, les feuilles de Mbofu, les potions et le témoignage de Mayosa. Pourtant, elle essaya de se défendre. « Ce sont des mensonges. »« Il me piège, » cria-t-elle, la voix brisée. Mais ces mots tombèrent à plat. Personne ne la croyait plus. Les mêmes personnes qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec déception et dégoût. L'ancien Tambo leva la main, et les murmures cessèrent. Sa voix était calme, mais ferme. « Zushina, la vérité ne peut être enterrée sous des mensonges. Tu as utilisé le poison non seulement pour nuire, mais pour détruire une vie qui est entrée dans ta maison avec amour et respect. Tu dois faire face aux conséquences de tes actes. » Les anciens, après une brève discussion, prirent leur décision. Zushina serait dépouillée de son autorité domestique et de son honneur. Elle ne s'assiérait plus fièrement parmi les femmes respectées de Makonda. Au lieu de cela, on lui ordonna de servir au centre de guérison du village, sous les yeux vigilants de Mayosa. Là, elle nettoierait, apprendrait la médecine par les plantes,
soignerait les malades et aiderait à guérir ceux qui en avaient besoin. Ce n'était pas une punition de douleur, mais une punition d'humilité. Elle devait apprendre la compassion et le service, les choses mêmes qui lui manquaient. Alors que le jugement était rendu, Zushina s'effondra à genoux, des larmes coulant sur son visage. La femme fière qui contrôlait autrefois la maisonnée faisait maintenant face au lourd fardeau de sa propre cruauté. Les mêmes mains qui préparaient le poison seraient maintenant utilisées pour laver les blessures et porter les herbes. Tapo se tenait silencieusement, le cœur lourd de culpabilité. Il se tourna vers Nambira, les yeux remplis de chagrin. « Je t'ai manqué de protection, dit-il doucement. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir la vérité. Pourras-tu un jour me pardonner ?» Nambira le regarda un long moment. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. Elle savait qu'il avait été aveuglé par l'amour pour sa sœur, mais elle savait aussi qu'il n'avait pas participé au mal qui lui avait été fait. Avec grâce, elle hocha lentement la tête. « Je te pardonne, Tapo, dit-elle doucement, mais je ne vivrai plus jamais dans le silence ou la peur. » Sa voix était stable, son esprit rayonnant d'une force nouvelle. Les villageois la regardaient, impressionnés par sa transformation. Elle ne ressemblait plus à la mariée silencieuse qui était arrivée des mois auparavant. Elle se tenait droite comme une guerrière, calme et fière, avec un feu dans les yeux qui parlait de pouvoir et de résilience. Elle se tourna vers les gens, ses mots résonnant de confiance. « Je suis entrée dans cette maison comme une mariée, mais je me lève aujourd'hui comme une guerrière. » La foule éclata en applaudissements. Même les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. Nambira n'avait pas seulement survécu à la cruauté, elle s'en était élevée avec grâce et force. Son histoire devint une leçon pour le village, sur le courage, la vérité et le pouvoir silencieux qui réside en chaque femme. Et alors que Zushina commençait ses jours de service au centre de guérison, humilié et brisé, le village sut que le karma avait parlé et que justice avait été rendue. Les mois passèrent, et le village de Makonda commença à voir une nouvelle lumière, celle qui brillait intensément de Nambira. Sa force, sa grâce et son pouvoir tranquille avaient touché tous les cœurs. Les femmes des villages voisins prononçaient son nom avec admiration, et les anciens commencèrent à la consulter sur des questions de paix et de progrès. Il ne fallut pas longtemps pour que quelque chose d'inédit se produise à Makonda. Nambira fut choisie pour diriger le conseil des femmes de Makonda, un poste qui avait toujours été occupé par les femmes les plus âgées du village. Mais l'âge ne pouvait plus définir le leadership. Son courage et sa sagesse lui avaient valu une place que personne ne pouvait lui contester. Le jour où elle fut annoncée comme nouvelle chef du conseil, la place du village fut remplie de musique, de danse et de célébration. Même les cieux semblaient se réjouir. Les jeunes filles la regardaient avec de l'espoir dans les yeux, et les femmes chuchotaient, « Elle est le changement que nous attendions. » Mais Nambira ne laissa pas son nouveau titre créer de la distance. Au contraire, elle s'impliqua encore plus dans la vie des autres. Elle vit combien de femmes et de jeunes filles souffraient en silence, tout comme elle l'avait fait autrefois. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait façonner l'avenir de Makonda. En mémoire de Myosa, la guérisseuse qui lui avait sauvé la vie, Nambira ouvrit une école de guérison à la lisière du village. Ce n'était pas seulement un endroit pour apprendre les herbes et les remèdes, c'est devenu un lieu d'émancipation. On y enseignait aux filles comment se protéger, comment identifier le danger, comment être fortes émotionnellement, ancrées spirituellement et en bonne santé physique. Nambira croyait que la guérison ne concernait pas seulement le corps, mais aussi le cœur et l'esprit. Elle enseigna aux filles la même force qui l'avait autrefois sauvée. Elle partagea les histoires des femmes guerrières aromies et leur apprit à marcher avec fierté, à parler avec confiance et à ne plus jamais s'incliner devant la peur. Les mères amenaient leurs filles de contrées lointaines, en disant « Laissez-les apprendre de la reine guérisseuse ». Même Myosa, maintenant âgée et paisible, souriait depuis son siège sous le manguier en regardant les filles pratiquer ce que Nambira enseignait. C'est ainsi, disait-elle, que l'on plante une forêt d'arbres forts à partir d'une seule graine. L'école de guérison de Nambira devint célèbre au-delà de Makonda. Les gens ne venaient pas seulement pour la médecine, mais pour l'espoir. Le village qu'il avait autrefois regardé souffrir honorait maintenant chacun de ses pas. Et Zushina, travaillant humblement au centre de guérison, observait en silence la femme même qu'elle avait tenté de détruire devenir une légende. Nambira avait changé le sens du pouvoir. Elle ne se battait pas avec les poings, elle guérissait avec les mains. Elle ne s'est pas élevée par la vengeance, elle s'est élevée avec un but. Et ce faisant, elle est devenue plus qu'une survivante, elle est devenue un symbole de transformation. Les gens lui donnaient de nombreux noms enseignantes, guérisseuses, guerrières mais pour beaucoup,
elle était simplement leur reine. Et personne n'osa plus jamais empoisonner son chemin. Les années passèrent, et le temps adoucit de nombreux cœurs dans le village de Makonda. L'histoire de l'ascension de Nambira était désormais connue dans tous les coins du pays. Les enfants grandissaient en entendant son récit au coin du feu, et les femmes chuchotaient son nom comme un symbole de force. Mais un jour, quelque chose d'inattendu, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé, se produisit. Zushina, autrefois la femme fière et rusée qui avait tenté de détruire Nambira, retourna sur la place du village. Ses yeux ne brûlaient plus d'orgueil ou de jalousie. Sa tête était baissée, son visage marqué par le poids du regret. Elle avait passé des années à travailler au centre de guérison sous la direction de Myosa, apprenant lentement la douleur qu'elle avait autrefois causée aux autres. Elle avait touché les mains des malades, lavé les plaies des faibles, et avait enfin compris ce que signifiait servir avec humilité. Mais une partie de sa guérison manquait encore, le pardon de Nambira. Par un matin calme, alors que le soleil illuminait le village d'une lueur dorée, Zushina se rendit à l'école que Nambira avait construite. Les jeunes filles la regardèrent avec curiosité en la voyant entrer. Là, sous le grand baobab où Nambira s'asseyait souvent pour enseigner, Zushina tomba à genoux et pleura. Elle ne parla pas avec des mots orgueilleux cette fois. Sa voix était tremblante et basse. « J'étais aveugle, Nambira. J'ai laissé l'envie empoisonner mon âme. J'ai essayé de te détruire, mais c'est toi qui as donné vie à ce village. S'il te plaît, pardonne-moi. » Pendant un long moment, le silence plana dans l'air. Les gens regardaient. Certains s'attendaient à ce que Nambira s'en aille, qu'elle lui tourne le dos. Mais elle fit autre chose, quelque chose que seule une vraie reine pouvait faire. Elle s'avança, s'agenouilla à côté de Zushina et l'embrassa, non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec guérison. Sa voix était calme et chaleureuse lorsqu'elle murmura, « Le poison ne peut tuer là où le pardon a guéri. » Des larmes coulèrent des yeux de Zushina, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération, pas de culpabilité. La foule autour d'eux resta silencieuse, émue par ce dont elle venait d'être témoin. Et puis, lentement, le village se mit à chanter. C'était un chant de paix, d'unité, de guérison. Un chant qui résonnerait à travers les générations. À partir de ce jour, Zushina ne marcha plus comme une méchante, mais comme une femme changée. Elle travailla aux côtés de Nambira, enseignant aux autres ce que la jalousie peut détruire et ce que le pardon peut reconstruire. Et Nambira? Elle devint plus qu'une simple guérisseuse ou une dirigeante. Elle devint une légende vivante. Son nom fut gravé dans le cœur de tous ceux qui entendirent son histoire. Les enfants racontaient son conte au coin du feu, les mères donnaient son nom à leurs filles, et les villages lointains recherchaient sa sagesse. Elle était entrée dans la maison comme une mariée, avait été brisée comme une victime, s'était relevée comme une guerrière et avait régné comme une reine. Mais à la fin, c'est son cœur, plein de miséricorde, qui la rendit inoubliable. Ce n'était pas seulement l'histoire de la survie, c'était l'histoire de la transformation, de la rédemption et du pouvoir de guérison du pardon. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que, quelle que soit la profondeur des blessures, la guérison est toujours possible, alors ne la laissez pas s'arrêter ici. Que le parcours de Nambira soit une lumière pour quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un, quelque part, traverse la douleur, la trahison ou l'épreuve, et votre partage pourrait lui donner de l'espoir. Faites-lui savoir que la force ne réside pas seulement dans la riposte, mais dans le fait de s'élever avec grâce et de pardonner même lorsque cela fait mal. Cette histoire vous a-t-elle ému? Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et vous abonner à notre chaîne pour plus de contes africains puissants qui touchent l'âme et enseignent des leçons intemporelles. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci de faire partie de ce voyage.